C'est une usine unique en France qui vient d'ouvrir ses portes à Saint-Georges-de-Mont dans le Puy-de-Dôme. Ces bouts de titane vont peut-être servir à la fabrication du train d'atterrissage d'un avion. Entre ces murs, on recycle les chutes de titane inutilisées pour leur donner une deuxième vie sur le marché de l'aéronautique, une première en Europe. Le titane sort d'ici sous la forme de lingots et est transformé après. Nous, on va vendre des barres, des pièces forgées, des pièces matricées. C'est des pièces de structure dans le domaine de l'aéronautique, dans l'aviation. Et ça sera à terme aussi des pièces moteurs. 48 millions d'euros ont été investis pour ce site en Auvergne. La production de titane de qualité aéronautique devrait commencer l'année prochaine. À terme, 60 emplois travailleront ici directement dans le site Ecotitanium, mais l'activité d'Ecotitanium générera à peu près la même quantité d'emplois à l'extérieur, notamment pour la collecte et le traitement des chutes. Objectif, économiser 100 000 euros de CO2 chaque année par rapport à une production à partir du minerai. D'autres secteurs comme le médical ou la défense pourraient bientôt faire appel à cette usine pionnière. La demande de titane devrait croître de 50% entre 2012 et 2020. En Auvergne, on a peut-être trouvé la solution pour le fabriquer à moindre coût. « 1979-2019, 40 ans pour l'université Savoie-Mont-Blanc. 4 décennies d'évolution, de changements et de réussites qui ont fait aujourd'hui de l'USMB une véritable référence à l'échelle nationale. Comment une université de taille modeste, même d'ailleurs que les autorités de l'époque en 1979 ne souhaitaient pas nécessairement voir apparaître, est devenue une université qui occupe toute sa place au plan national, mais également toute sa place au plan international. Ce qu'il faut souhaiter, c'est la continuité de cette volonté d'aller de l'avant, de ce dynamisme, en partenariat donc avec nos territoires, avec les élus, avec les entreprises qui sont là à nos côtés, pour porter toujours plus haut cette université. Et pour cette nouvelle année, les projets sont légion pour continuer le développement de l'université savoyarde. Les campus d'Annecy et Jacob Belcombette seront notamment rénovés ou reconstruits. Cette cérémonie des vœux était également l'occasion de célébrer les anciens. Daniel Paccard, premier président élu de l'université, s'est ainsi vu remettre la médaille de l'USMB. Disons que c'est émouvant parce qu'en définitive, c'est l'initialisation du développement des formations professionnalisantes. Avec aussi TETRA, avec les diplômes d'université transformés en licence professionnelle, les MST transformés en école d'ingénieurs, avec la fusion des 2 écoles d'ingénieurs qui sont devenues Polytech, développement du secteur management qui est devenu IAE. Et preuve de l'importance du moment, 4 mois après la venue de Frédéric Vidal, ministre de l'Enseignement supérieur, c'est un autre membre du gouvernement qui avait fait cette fois le déplacement. Je trouve que c'est formidable quand on a des jeunes, quand on a des acteurs qui aiment leur territoire, qui s'y sentent bien, qui portent son image. En fait, c'est un atout formidable pour un territoire. Et les territoires les plus en difficulté sont ceux qui ne portent plus cet espoir et cette fierté-là. Ici, j'ai senti un ancrage, une identité positive au sens ouverture sur l'autre aussi. Une fierté de ce qu'on faisait qui est assez intéressante et qu'on retrouve dans beaucoup de territoires, mais pas dans tous les territoires. Et donc, c'est intéressant à saluer. Prochain grand rendez-vous pour l'université Savoie-Mont-Blanc, le 15 février, avec la remise de 4 doctorats honoris causa. SAMU Centre 15, bonjour. En cas d'arrêt cardiaque, chaque minute compte. En plus des secours, les régulateurs du SAMU préviennent désormais des citoyens volontaires via l'application Sauve Life. Quand il y a une urgence vitale à proximité de vous, le SAMU déclenchera l'application. Si vous êtes à 10 minutes à pied, vous recevrez une alerte. Vous allez dire « oui, j'accepte » si vous êtes disponible. Ne vous inquiétez pas si vous ne l'êtes pas, d'autres personnes pourront être là. Vous allez être guidé pour aller sur place, guidé pour chercher un défibrillateur et guidé dans les gestes qui sauvent par le SAMU. Le SAMU 38 dénombre chaque année 500 patients victimes d'arrêt cardio-respiratoire avec un taux de survie d'à peine 10%. Après plusieurs mois de tests, 3500 citoyens volontaires sont aujourd'hui mobilisables en Isère. Formés ou non aux gestes de premier secours, tout le monde est en mesure de sauver des vies. Dans un arrêt cardiaque, 1 minute sans massage cardiaque, c'est 10% de survie en moins. On sait que les secours vont mettre en moyenne plus de 13 minutes à arriver en France. Donc vous comprenez bien qu'il faut agir pendant ces 10 premières minutes. En plus de sauver des vies, l'application est au cœur du programme de recherche baptisé Dispatch, une étude nationale qui doit permettre de mieux diagnostiquer les arrêts cardiaques pour une prise en charge plus rapide et plus efficace. Initiée en Isère, elle a été déployée dans 15 SAMU de 10 départements français et devrait concerner 2000 patients.
L'objectif, c'est d'évaluer l'intérêt de plusieurs interventions pour essayer d'améliorer la survie des patients qui ont un arrêt cardiaque. Ces interventions, c'est une meilleure reconnaissance de l'arrêt cardiaque au téléphone par les assistants de régulation du centre 15, des conseils téléphoniques adaptés lors de la survenue du malaise. Lancée en mars 2018, l'application Sauve Life compte aujourd'hui 85 000 citoyens volontaires avec un objectif de 100 000 inscrits en un an. Un système qui a déjà fait ses preuves puisqu'il a déjà permis de sauver une quinzaine de vies. Journée de ski un peu particulière ce mardi matin à Chalmazel. Les premiers clients de la journée ont été surpris de voir débarquer un hélicoptère de la sécurité civile posé quelques minutes plus tôt pour l'exercice annuel des pompiers du Grimpe 42, habitués à intervenir en milieu périlleux. Ces 4 skieuses stéphanoises étaient conquises. On nous a dit qu'il y avait des manœuvres de sauvetage, enfin des exercices. En plus, ça nous parle, nous on est toutes infirmières et une pompier. Un peu, On est bien content de voir ça, ouais. Ça fait froid quand on le voit arriver, mais c'est chouette. C'est rassurant aussi de voir qu'il y a autant de moyens pour les skieurs. Un exercice qui a lieu tous les ans, mais l'événement cette année, c'était la présence du Dragon 69 qui venait directement de la base de Bron, dans le Rhône. Un formidable coup de projecteur sur la station que ne boude pas son directeur Frédéric Gravier. Alors, est-ce que ça apporte en plus? Si ça devait arriver un jour avec l'hélicoptère, évidemment, ça irait beaucoup plus vite, vous vous en doutez. En plus, c'est une occasion pour le Grimpe de s'entraîner et c'est aussi une occasion pour faire un petit peu parler de la station de Chalmazel et voir que la sécurité à Chalmazel, c'est notre priorité des priorités. D'autant que l'exercice est aussi un véritable test pour la station. On va simuler une panne de télésiège. Qui est la hantise de toutes les stations. Alors en théorie nous avons 3 heures pour évacuer, mais les 3 heures c'est marqué sur le papier, mais il n'y a pas une station en France qui est capable de libérer une ligne de télésiège en 3 heures. Il y a une centaine de sièges, il y a 4 places par siège. Si tous les sièges sont pleins, vous imaginez qu'en 3 heures il est impossible de vider la ligne. Et quelques heures auparavant, le Mont Blanc se devine à peine lorsque la quinzaine de pompiers convergent vers la station depuis les casernes de Roanne et Saint-Étienne. Baudrier harnaché, casque vissé sur la tête et matériel rassemblé, les pompiers du Grimpe, tous professionnels, sont prêts à écouter le brief du pilote de Dragon 69. Soit vous êtes à l'extérieur de la zone de posée, et vous venez à l'hélico par la partie avant ou les côtés qu'aux ordres du mécanicien ou du pilote. Si vous êtes à l'arrière quand l'hélico s'est posé, vous faites un grand tour pour être en vue de l'équipage et aux ordres vous approchez de l'hélico. Donc ce qui risque d'arriver, c'est que l'hélico, vous êtes là, l'hélico va se poser ici, hein, donc c'est le pilote en fait qui va vous garder en point de repère, et l'entrée de l'hélico elle va se faire de l'autre côté. Donc vous passez par l'avant de l'hélico. On ne fait jamais le tour d'un hélico par derrière. Okay, À 10h, les premières rotations débutent. L'hélicoptère embarque 3 pompiers à chaque fois qu'il dépose ensuite sur chaque siège. Un gain de temps non négligeable pour les secours en montagne au moment de débriefer l'opération. L'exercice s'est plutôt bien passé. On avait beau temps, pas de vent et puis on a constaté qu'on avait un bon gain de temps au niveau de l'approche des télésièges, une bonne dizaine de minutes. Aujourd'hui, les difficultés, elles étaient surtout pour l'équipage de Dragon, pour le pilote, pour tenir un vol stationnaire afin que le treuillage se passe correctement, parce qu'ils n'ont pas beaucoup de repères. Et puis après, à charge du mécano d'être précis pour amener les sauveteurs au niveau du télésiège. Donc voilà, il faut faire preuve de délicatesse et c'est ce qu'ils ont fait. Donc, tout s'est bien passé. 11h45, tout le monde redescend à pied, l'exercice est terminé. La demi-journée s'achève autour d'un verre bien chaud avant de replonger vers la plaine et le quotidien des interventions habituelles. C'est un instrument qui envoie des rayons X et qui permet d'analyser les métaux. Donc on peut déterminer la composition de l'alliage directement sur un petit écran. C'est un véritable check-up complet que subit en ce moment la statue de Louis XIV. Depuis ce matin, une opération de sondage du monument a en effet débuté. Objectif, mieux connaître la structure de l'édifice construit en 1825. Un édifice qui n'a jamais été restauré et qui souffre de nombreuses dégradations. Cette statue emblématique de la ville de Lyon a maintenant près de 200 ans. Nous avons pu observer notamment sur le socle quelques fissures, aussi des problèmes d'attache des pattes du cheval. C'est une opération de surveillance de notre patrimoine. Principale source d'inquiétude, le socle de la statue équestre.
Plaquée en marbre de Carrare, elle est sans doute la partie la plus abîmée. Le socle, on le voit, il n'est pas en bon état de conservation. Il y a des zones de fissuration, il y a des surfaces complètement érodées. Les statues de Coustou sont extrêmement sollicitées par le public malheureusement, alors que ce sont les plus fragiles et les plus précieuses du monument. Elles datent du XVIIIe siècle. Quant à la statue équestre, sa fragilité tient à sa fabrication elle-même. On peut constater que le cheval a été fabriqué de façon un peu chaotique. Enfin, on le savait par les archives, mais là c'est confirmé aussi par les analyses et par l'examen direct en fait, tout simplement. Et puis il faut qu'on poursuive un petit peu la recherche pour voir l'équilibre du cheval par rapport au marbre, pour voir l'état de conservation de l'ensemble. Est-ce que le monument peut vivre sa vie tranquillement encore quelques dizaines d'années, ou voire centaines d'années. Cette expertise va durer jusqu'à jeudi. Les résultats, quant à eux, seront dévoilés dans quelques semaines. C'est un grand, on pourrait dire déconneur, Paul Bocuse. Il ne pensait qu'à ça, faire des canulars, des farces, se déguiser, faire des fiestas avec ses copains. Donc cette générosité, elle transparaissait, elle transpirait presque dans sa cuisine aussi. Il y a un an tout juste disparaissait Paul Bocuse à l'âge de 91 ans. Journaliste au Monde, Robert Belleret lui avait consacré un long portrait. Aujourd'hui, il publie un livre retraçant son épopée. J'ai pas rencontré, dans tous les témoins, et j'en ai rencontré beaucoup pour l'écriture de mon livre, j'en ai pas rencontré un qui avait des réserves, qui critiquait. Tout le monde m'a dit que du bien de ce bonhomme. Il avait des convictions fortes, un bon produit, une juste cuisson, un bon assaisonnement. Voilà, pas de faire de la frime, de faire du décor, de faire de la cuisine à la pince à épiler, comme on dit. Volontiers farceur, Bocuse n'en était pas moins exigeant avec tous les chefs qu'il a formés. Paul Bocuse était un patron, un maître d'apprentissage très rude. Il les menait à la baguette et parfois presque à la schlag. Mais il était très directif, il tolérait aucun manquement. C'est un perfectionniste. Et si quelque chose ne marchait pas, une fois il a renversé un bol de mayonnaise sur la tête de Pierre Orsi parce qu'il avait raté sa mayonnaise, quoi. Bocuse, l'épopée d'un chef par Robert Belleret est publié aux éditions L'Archipel.